Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Dans un contexte où les initiatives pour réduire l'impact de nos modes de production et de consommation se multiplient, le monde de l'électronique reste en marge de cette tendance. Une situation lourde de conséquences sur le plan social et environnemental qui commence à bouger grâce à des structures comme Commound, une société coopérative qui prône une électronique plus responsable. Bonjour Elias Semin. Bonjour. Cofondateur à Strasbourg de Commound, spécialisé dans la location longue durée de téléphones, des téléphones dont les usagers ne sont pas propriétaires mais locataires. Expliquez-nous le concept de cette nouvelle offre. Le concept est assez simple. L'idée, c'est de dire que l'obsolescence programmée, on observe dans le monde de l'électronique, donc c'est au sens très large, au sens de des appareils qui vont pas durer aussi longtemps qu'on aimerait, même si l'entreprise, parce qu'il y a de l'obsolescence programmée illégale, il faut bien savoir que ça existe, ça, en fait. Mais celle-là est très restreinte en fait. Ça c'est que quand vous prouvez que au niveau matériel, il y a eu une volonté d'arriver à créer des pannes. Ça c'est très restreint en fait. Mais en fait, il y a de l'obsolescence qui arrive tôt pour plein d'autres raisons. Il y a de l'obsolescence marketing, c'est-à-dire qu'on va sortir un nouveau produit et ça va rendre obsolescent l'ancien. Il y a l'obsolescence logicielle, etc. Donc en fait, c'est vraiment un gros problème parce qu'on est dans un modèle où un modèle économique, je veux dire, où les entreprises ont complètement intérêt à faire du renouvellement d'appareils, même sans vraiment penser aux conséquences écologiques ou sans le faire exprès même en fait. C'est simplement que les entreprises vendent et c'est leur ADN, elles ont besoin de continuer à vendre. C'est ça que vous voulez changer, vous. Oui. Exactement. Et donc, une fois qu'on a compris que ce problème-là, c'est la vente, il suffit de passer sur un autre modèle, et donc le modèle de l'économie de la fonctionnalité. Alors on résume en français à location, mais nous on n'aime pas du tout ce terme, parce que souvent quand on parle de location, on sous-entend juste avoir un objet, on paye pour l'objet. En fait, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a tout un tas de services, donc c'est pour ça qu'on parle économie de la fonctionnalité. En anglais, il y a un joli terme qui s'appelle hardware as a service, qu'on n'a pas en français en fait. Et donc c'est ce qu'on fait, parce que quand on fait ça, l'entreprise elle a économiquement intérêt à fournir du durable et du réparable, puisque dans le service, il y a la gestion de toutes les pannes, toutes les casses. Et donc, si après 3 ans, par exemple, c'est-à-dire après la garantie constructeur, vous avez une casse, alors que la casse, elle n'est jamais prise en charge par la garantie par ailleurs, de toute façon, là, au contraire, là, l'entreprise, elle va gérer. Et donc, ça veut dire qu'elle a intérêt à faire quelque chose qui va pas trop se casser, qui va bien être réparable, etc. Comme vous le disiez, c'est une économie de la fonctionnalité. Avec un partenaire, Fairphone, c'est ça ? Alors plusieurs partenaires, donc ça c'est effectivement, je vais peut-être un peu préciser le projet qui est quand même un peu plus vaste. Donc déjà on fait pas que des téléphones, l'idée c'est de faire de l'électronique responsable en général. Donc on a des fournisseurs notamment de PC, avec par exemple un assembleur à Toulouse, un assembleur en Suisse, donc, avec chacun une optique un peu différente. Effectivement, on travaille avec Fairphone pour les smartphones, on travaille aussi avec Crosscall pour les professionnels. Donc ça, c'est une marque française qui fait du robuste, des téléphones de chantier, téléphones qui peuvent tomber dans la boue, etc. On pourrait accueillir dans la coopérative d'autres structures à partir du moment où le projet électronique est en accord avec ces valeurs-là. En fait, il faut savoir que tous les producteurs sont pas aussi avancés. Donc Fairphone est vraiment extrêmement avancé dans cette démarche-là. Eux, ils font un travail sur toute la chaîne de valeur, depuis les mines jusqu'au recyclage. Pas très connus du grand public. Non, ils sont pas très connus. Mais ça peut changer. En fait, il faut savoir que c'était le début pour eux. L'électronique responsable en général, c'est le début pour tout le monde dans ce milieu-là. Il y a 10 ans, personne n'était au courant des problèmes dans l'électronique. Aujourd'hui, on commence à savoir que ça fait des pollutions énormes au niveau des mines, par exemple, au niveau de la fin des appareils. On sait que ça fait des problèmes humains, donc les mines où il y a plein de conséquences. Donc les acteurs commencent à regarder un peu ce qui se passe, et donc il y a des acteurs émergents comme Fairphone. D'accord. À quelle clientèle vous adressez-vous ? À toute personne qui a de l'électronique et qui est intéressée pour avoir de l'électronique un peu plus éthique, un peu plus écologique. Alors ça sous-entend, on a commencé avec les particuliers, mais on travaille aussi avec les PME et on aimerait bien travailler avec des collectivités. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de fournir à la fois aux professionnels et aux particuliers des offres les plus responsables.
Alors vous l'évoquiez à l'instant, mais on va en reparler plus en détail. Alors que l'électronique est au cœur de nos activités aujourd'hui, ce secteur n'est pas responsable. Empreinte carbone, conditions de travail déplorables, exploitation des ressources en tension et conflictuelle, notamment sur les terres rares, etc., etc., etc. Quelles sont pour vous les conséquences les plus dramatiques de cette forme d'irresponsabilité? Alors, les plus dramatiques, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Ouais. Tout aussi dramatiques les unes que les autres, ça dépend des sensibilités de chacun, on va dire. Mais si on regarde d'un point de vue un peu systémique, pour nous, le point de vue chez Common, c'est que en fait, le plus grave au final, c'est le manque de résilience de l'ensemble de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est simplement que aujourd'hui, l'ensemble de l'infrastructure donc d'une civilisation occidentalisée comme la nôtre, c'est-à-dire la logistique, l'énergie, tout ce qui a trait à la logistique, c'est-à-dire la livraison de nourriture en ville. Donc il y a de l'informatique à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, si on coupe l'électronique, si on coupe les data centers, plus rien ne marche. Voilà, on va vraiment aller vers des catastrophes immenses, vraiment. Et une fois qu'on a dit ça, il y a la question qui se pose, qui est complètement légitime, c'est mais est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des data centers qui ferment pour X raisons? Et bien malheureusement, la réponse est oui. Parce que, en fait, justement, c'est très peu résilient, c'est-à-dire que c'est une chaîne de valeur extrêmement complexe qui fait plusieurs fois le tour du monde. Et oui, c'est vrai que quand vous dites que plusieurs fois le tour du monde, c'est vrai que pour fabriquer un smartphone, ça représente un coût énergétique considérable en termes de circuits à travers le monde entier, quoi. Oui, mais et surtout, donc en fait, pour finir cette histoire de résilience, c'est que c'est fragile. C'est-à-dire, je vais donner juste un exemple, mais il y en a plein. Ouais. En 2011, il y a eu des inondations en Thaïlande. Ok, en quoi ça nous concerne? Et ben, ça a inondé des usines de disques durs. Oui, on s'en rappelle, c'est vrai, oui. Un tiers des disques durs au monde. Un peu plus, là, j'arrondis, mais c'est grosso modo ça, des grandes quantités de disques durs. Les prix ont quadruplé et il y a eu des pénuries dans tous les sens. Et ben, il faut savoir que les data centers, ils utilisent des disques durs quasiment comme des consommables avec des renouvellements de tous les quelques années. S'il y a des gros problèmes sur la chaîne de valeur et au niveau géopolitique, il pourrait y en avoir. Parce qu'il y a plein notamment sur les terres rares, c'est vrai que c'est un problème qui est rarement mis en avant par les particuliers, mais c'est vrai que là, on peut s'attendre à des choses catastrophiques. Oui, absolument, mais il y en a eu. En fait, on a frôlé des catastrophes. Bon, par exemple, quand la Chine et le Japon ont eu un désaccord sur une île j'ai oublié le nom, et que la Chine a réduit les vannes de terres rares, l'ensemble de l'économie occidentale a été secoué. Enfin de l'économie liée à l'électronique, mais voilà. Donc, et à l'époque, la Chine a très vite fait marche arrière, donc il n'y a pas eu de problème. Mais en fait, on pourrait avoir des situations où, pour soit un tsunami qui est au mauvais endroit, ou effectivement des tensions géopolitiques à notre endroit. Oui, il y a une épée de Damoclès au-dessus de nous. Où on n'est plus capable, en fait. Et donc, en fait, c'est le point de vue de Common, c'est de dire, il faut questionner nos usages et notre hyper-technologie. Il faut avoir des appareils qui durent beaucoup plus longtemps pour être plus résilients, parce qu'évidemment, si on a des appareils qui durent, mettons, 15 ans, et ben s'il y a une crise pendant 3 ans, c'est pas très grave. Absolument. Par contre, si on est sur des cycles comme aujourd'hui, des cycles pour les smartphones de 2 ans, et ben c'est une crise qui dure la même durée, et ça peut arriver, ça arrive dans l'histoire de l'humanité, ça arrive quand même très souvent. Et ben là, il y a un gros problème. Alors, on a évoqué les problèmes, on a commencé à évoquer les solutions, parce que vous, justement, ce que vous proposez, c'est des solutions pour aller vers une électronique responsable. Et parmi ces solutions, donc, vous proposez aussi, vous, de maximiser le réemploi et la réparation des appareils. Mais si je puis me permettre, souvent, les appareils ne sont pas prévus pour ça. Absolument, et c'est pour ça que nous, on soutient des producteurs qui s'engagent là-dessus. Que ce soit au niveau PC ou au niveau smartphone. Donc le Fairphone, c'est vraiment un cas très à part parce qu'ils ont poussé le concept très loin avec des modules très faciles à changer. On peut changer l'écran d'un Fairphone 2 en 30 secondes quand on sait le faire. Oui, ce qui n'est pas le cas sur d'autres téléphones, du tout. Voilà, non, pour changer la batterie sur un iPhone 10, il faut on va dire, plus d'une demi-heure. Et un bac plus 8. Voilà. Donc il y a vraiment, en fait, une grande différence de conception. Et nous, on soutient ce genre d'acteurs. Donc, d'une part, effectivement, en mettant sur le marché, et après, en faisant du service par-dessus, c'est-à-dire en ayant des stocks de pièces détachées, en fournissant la documentation qu'il faut, les outils qu'il faut, en accompagnant là-dessus, et en réemployant les pièces. C'est-à-dire que quand on reçoit un appareil qui a eu une panne par ailleurs, donc mettons que l'écran est mort,
et ben on récupère le micro, enfin on récupère tout ce qui est récupérable. Et avec ces pièces, on va réparer d'autres appareils. Et le but, c'est que comme ça, les pièces tournent le plus longtemps possible. Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas l'oublier, on ne sait pas recycler l'électronique. Aujourd'hui, quand un éco-organisme ou quand quelqu'un vous dit, mais si, on recycle ça à 80%, c'est 80% en masse. Mais aujourd'hui, technologiquement, on ne sait pas, à partir de, par exemple, 10 000 Fairphone ou 10 000 n'importe quoi, 10 000 appareils électroniques, comme un ordinateur, si on en prend même une très grande quantité, on n'est pas capable d'en produire un seul à partir du recyclage. C'est important de le souligner parce qu'effectivement, le recyclage est un peu la tarte à la crème. Je veux dire, il y a un peu l'arbre qui cache la forêt. Et on voit que parfois, d'une part, c'est pas possible, et que deux, c'est parfois aussi plus intéressant de travailler sur une forme d'éco-conception, c'est-à-dire de partir, de remonter toute la chaîne. Parce qu'on voit bien que c'est une chaîne de A à Z et qu'il faut remettre en question toute la chaîne. Alors complètement, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, il faudrait surtout la relocaliser. Puisque est-ce que c'est possible, ça, de relocaliser, par exemple, la production en Europe? Là, tout de suite, maintenant, non, parce qu'on a perdu trop de savoir-faire. Par contre, on peut essayer et avoir l'espoir et progresser. Et ça, c'est ce qu'on fait nous, par contre. C'est-à-dire de choisir, par exemple, les parties d'assemblage qu'on sait faire, de les choisir en Europe, et aussi de pousser les constructeurs qui veulent refaire des choses un peu plus low-tech ou des choses qu'on pourrait faire, de pousser dans ce sens-là. Mais ça va être un travail très très long parce qu'en fait, il faut savoir que c'est quand même, par définition, de la haute technologie qui demande des moyens énormes. Et donc, c'est aujourd'hui la délocalisation qu'on a eue pendant très longtemps. Il y a une inertie très forte sur ce mouvement. Donc là, avant d'être capable à nouveau de faire un ordinateur de A à Z en France, c'est pas gagné. Mais il faut prendre cette direction. Bien sûr. Autre sujet quand même qui est lié à ce que vous dites, c'est la standardisation des composants. Alors ça, c'est encore un sujet qui concerne typiquement l'électronique. Est-ce que c'est envisageable d'arriver à se mettre d'accord pour avoir un certain nombre de composants standards? Eh bien, ça dépend lesquels. Dans les ordinateurs, c'est le cas depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une barrette de RAM d'une marque, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel autre ordinateur d'une autre marque. Et donc, il y a eu des standards pour les ordinateurs. Dans le monde des smartphones, c'est très différent. Il y a certains standards à certains niveaux, mais à d'autres, pas du tout. Parce que les grandes marques comme Apple, Samsung notamment, verrouillent énormément des technologies à ce niveau-là et les font évoluer très vite pour éviter ça. Là, c'est du lobbying citoyen, c'est des discussions à haut niveau dans les comités pour arriver à avancer là-dessus. Ça fait partie, donc Common participe à certains de ce genre de groupe où on est avec des acteurs comme ça en essayant de discuter pour faire avancer les choses, mais très peu. Nous, on est un tout petit acteur, donc on fait ça très 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 peu. Encore une fois, en fait, ce qui compte à la fin, c'est la pression des consommateurs. C'est-à-dire que on est dans une société de consommation. Si les consommateurs en masse se mettent sur des produits un peu plus alternatifs, les grands acteurs suivent, même si c'est un faible pourcentage. Même vous voulez dire, pardon de vous couper, mais vous voulez dire par là que la solution, l'évolution du problème ne passera pas vraiment par la politique, elle ne passera pas par les industriels, elle passera en priorité par une évolution des comportements citoyens? Non, je suis moins tranché que ça. C'est un ensemble, c'est-à-dire que chacun avance. Les industriels avancent sur certains points. Par exemple, Apple est très fort sur le recyclage de leurs propres appareils. Oui, de leurs propres appareils. Même si on a dit que on sait pas faire du bon recyclage, mais eux ils sont un peu meilleurs que les autres, donc ils travaillent dessus, donc c'est bien. Par ailleurs, au niveau politique, il y a des lois. La loi typiquement qui a rendu illégale l'obsolescence programmée, c'est vraiment une première mondiale qu'on a fait en France, et donc ça c'est très bien aussi. Donc en fait il y a des avancées à tous les niveaux, mais c'est compliqué, et ce qui est certain c'est que on peut pas atteindre des grandes concrétisations sans que les consommateurs soient là aussi. Voilà, donc c'est bien les usagers qui ont quand même un vrai pouvoir, mais qui sont sous l'influence des millions d'euros du marketing. Parce qu'ils veulent du neuf, on leur dit prenez du neuf, et ils en prennent. Absolument. Après, là, comme on est sur une phase un peu spéciale où on peut trouver, donc par exemple pour les ordinateurs, mais pour d'autres appareils aussi, on peut trouver du neuf alternatif.
Et c'est valable d'ailleurs pour autre chose que l'électronique, c'est-à-dire qu'on peut trouver des chaussures neuves déjà, par exemple, c'est quand même un bon choix au final. Donc après, l'influence du marketing, il faut quand même le minimiser parce que le marketing de masse, comme son nom l'indique, a une influence d'abord sur la masse. Au final, on n'a pas besoin d'avoir une majorité des consommateurs qui changent pour que ça change. C'est-à-dire que une entreprise comme Apple, si elle voit qu'il y a 1% du marché qui est en train de pousser fortement et que c'était pas le cas avant, il va s'intéresser à ce 1% du marché. Parce comme dit l'autre, c'est la marge qui tient le livre. C'est ça. Et pour changer un tout petit peu de sujet, mais on reste quand même dans l'idée, j'ai lu quelque part, et je pense pas me tromper, qu'il y avait, je crois, 100 millions de smartphones qui sont stockés actuellement par les particuliers en France. C'est gigantesque. Oui, si je me souviens bien, ça c'est un rapport du Sénat d'il y a 2-3 ans. Il y a d'autres sources qui tournent un peu, donc ça varie entre 60 et 100 millions, mais grosso modo beaucoup, plusieurs dizaines de millions, ça c'est sûr. Ça c'est un autre problème. Là-dessus, évidemment c'est dommage parce que ça veut dire que c'est inutilisé et c'est entre guillemets une perte. Moi, du point de vue de l'électronique responsable, on a tendance à minimiser un peu ça parce qu'il y a aussi ce côté, au moins, c'est pas aller dans des circuits illégaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que un pourcentage important, donc il y a quelques années, en 2015, c'était encore plus de la moitié. Là, il faudrait que je revoie les chiffres, mais il n'y a pas si longtemps, c'était plus de la moitié des déchets électroniques en Europe sortaient des filières légales pour finir dans des centres de traitement complètement illégaux et des décharges à ciel ouvert en Afrique et ça fait partie des réseaux mafieux qui sont de l'argent. Voilà. Donc en fait, on a quand même des problèmes énormes sur les déchets électroniques. Que ça reste dans les tiroirs, c'est pas bien. Donc il faut effectivement le traiter, le valoriser ou le réemployer, etc. Mais il y a pire, malheureusement. Et c'est un peu toujours comme ça dans le monde électronique, c'est qu'on part de très loin. En fait, on part de très loin en termes de pollution, en termes d'éthique, en termes de gestion des flux. Enfin, partout, on part de très loin. Dernière question, justement, qui est responsable des freins à une électronique plus responsable? L'inertie des habitudes, en fait. D'abord, c'est ça. C'est-à-dire que nous, juste un petit exemple, mais en fait, on a évidemment des gens chez nous qui viennent chez nous parce qu'ils croient en projet, ils croient en éthique, et qui ont l'habitude de services Apple ou de produits Apple, normal, parce que c'est une grosse part du marché, donc c'est normal. Et sauf que les habitudes en termes de quelle appli ils utilisent, de l'ergonomie ou de choses comme ça font que des fois la force de l'habitude dit que finalement j'arriverai pas à me passer de ça ou ça, j'arriverai pas à changer mes habitudes en fait. Et ça c'est le frein le plus gros. Mais donc pour terminer, on peut dire que Command est là pour contribuer à changer nos habitudes. C'est partie de ce que vous voulez faire. Oui, et c'est vraiment dans notre ADN. On fait des conférences de sensibilisation, on écrit des articles à ce sujet. Enfin, on est vraiment présent dans plein de salons. Le plus pour nous, c'est d'expliquer ces problèmes-là et de proposer des solutions en même temps et de montrer que c'est possible. Pour les particuliers et pour les entreprises. Tout à fait, parce que les entreprises ont un rôle à jouer important. Ils ont des finances, des grandes flottes, oui. Voilà, donc c'est important de leur proposer aussi des solutions. Merci Ali Assema infiniment de nous avoir éclairé sur un sujet qui est extrêmement important et aussi extrêmement compliqué, on l'aura compris. Merci à vous. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.